Et bienvenue à tous pour cette nouvelle série de vidéos qui s'intitulera sobrement Review de mode. Donc ce sera en fait des présentations de mode sur HOI 4, pour ceux que ça intéresse, qui auront pour but de vous présenter un mode que j'ai trouvé personnellement intéressant d'un point de vue historique, certes, mais aussi d'un point de vue gameplay, pour ceux que ça peut intéresser. Mais surtout d'un point de vue historique, parce que je fais quand même des études d'histoire et ça m'intéresserait de mélanger histoire et jeux vidéo, tout en présentant des modes de façon intéressante. À savoir que les premières reviews de modes seront exclusivement sur des modes à histoire alternative. J'entends par là des modes à histoire alternative qui prennent un certain moment de l'histoire et qui créent une alternance de l'histoire en modifiant un fait historique majeur. Par exemple, je sais pas, la Révolution française qui n'a jamais lieu, la Révolution américaine qui est matée, je sais pas moi, l'Espagne qui perd jamais ses colonies, ou encore le Japon qui ne s'ouvre jamais, la Chine qui ne tombe pas aux mains du Japon, des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier mode qui s'intitule sobrement Maxima Belli. Alors, qu'est-ce que va faire ce mode? Ce mode-ci prend place, alors au niveau historique, il remonte assez loin, au 19e à peu près. On va prendre le Mexique. Hop. Alors, jusqu'à à peu près, on va dire qu'il remonte jusqu'à à peu près 19e siècle, pour notamment le Mexican Empire, puisque le Mexican Empire n'a jamais perdu ses territoires face aux États-Unis, notamment lors de leur guerre. Donc le Texas, notamment, tous les États que vous voyez ici, avec la Californie, tous ces États-là ne sont jamais tombés sous la coupe américaine. Coupe américaine qui englobe en fait les anciennes 13 colonies, quelques anciennes colonies françaises qu'il y avait dans ce coin-là, et les colonies françaises de Louisiane que Napoléon avait vendues aux États-Unis. De plus, il y a un nouvel État qui apparaît, on va dire, ici, donc qui est First Nation, qui en fait est un État qui comprend les États, enfin, qui comprend les nations amérindiennes que les États-Unis ont, on va dire, repoussé d'ici, de cette zone, et que les Mexicains ont également repoussé de chez eux, donc ils ont créé, on leur a donné volontairement cet État-ci, plus l'Alaska ici. D'ailleurs, peut-être petite erreur, parce que l'Alaska était russe à une certaine époque, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, ce qui leur plaira pas quand ils découvriront qu'il y a du pétrole plus tard ici. En Amérique du Sud, vous devinez qu'il y a un bel état ici. Alors, vous savez quoi, on va faire un petit start sur le Mexique. Hop. Pour l'Argentine, ça remonte à peu près aux mêmes époques, même si, oui, 19e, on pourrait même remonter jusqu'au 18e pour l'Argentine, notamment. Si vous prenez le Mexique, vous voyez que vous avez une très très belle armée de 64 divisions en comprenant celle-ci. On va les mettre dans une armée pour voir s'il en reste. Tiens. Hop, 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 hop. Ouais, il en reste qu'une. Elle est ici. Voilà. Vous avez 64 divisions et vous avez de très belles flottes. Donc en fait, vous êtes vraiment la puissance américaine du continent. Parce que les États-Unis sont beaucoup moins puissants, quoique ils ont une belle flotte, mais ils n'ont pas une belle armée. Voilà. Donc pour revenir sur l'Argentine Reich, vous pouvez le voir ici, c'est notre cher Eichmann. Alors, pourquoi il y a un Argentine Reich? Lors du XVIIIe siècle, l'Allemagne a subi de grandes famines et de grandes émigrations. C'est-à-dire que les gens sont partis de leur pays pour rejoindre des terres nouvelles. Ces terres nouvelles sont tombées en Argentine, ici. Hop, voilà, l'Argentine c'est ça à la base, cette zone. Et du coup, beaucoup de grands généraux allemands sont nés immigrés, en fait, tout simplement. C'est pour ça que vous avez Eichmann ici,
Et en fait, vous avez, on va dire, une extension du pouvoir allemand, enfin, des idées allemandes du Reich allemand dans les idées argentines, parce qu'en fait c'est à peu près la même population. Et les Argentins étant composés à majorité d'Allemands, les idées sont similaires et très influencées d'ailleurs par les idées du Reich allemand, qui, on va y venir, d'ailleurs les mêmes focus que le jeu de base. À ce niveau-là, ça change pas. Alors avec le Mexique, vous avez des focus de base. Le mode a pas la prétention d'être fini, d'après ce que j'ai compris. Mais vous avez de quoi faire, je pense. Faudra, si vous êtes intéressé par le mode, que vous suiviez l'actualité sur ce mode, parce qu'il est franchement intéressant. Au niveau du Brésil, je n'ai pas vu, il n'y avait pas vraiment d'histoire spécifique, à part que vous voyez qu'il tend plus vers le communisme, donc vers un bloc avec l'Union soviétique. Également pas de Paraguay, ni d'Uruguay, ni de colonies françaises ici, néerlandaises et anglaises de ce côté-ci. Sinon, on va changer de continent pour aller vers l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est dans ce mode-ci assez spécial. Vous voyez que la France a de nombreuses colonies ici, mais les États qui étaient déjà sur place, donc le Nigeria, le Kenya, l'Angola, que vous voyez ici, et l'Éthiopie qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur italien pour l'instant, ça va pas durer. Donc le Kenya, l'Angola et le Nigeria sont des puissances qui étaient déjà présentes, qui ont repoussé les colons européens lors de la grande colonisation du 19e siècle sur sur l'Afrique, et ensuite se sont étendus. C'est-à-dire que oui, que le Nigeria, il a pour territoire de base, si je me souviens bien, ça, voilà, ça, le Nigeria ici. Et il s'est étendu, tout comme le Kenya et l'Angola. Ce qui fait que vous avez des puissances africaines qui peuvent être intéressantes à jouer. Alors, également, elles n'ont pas de focus spécifique, mais d'après ce que j'ai compris, c'est prévu que ces puissances aient des focus plus historiques, on va dire. Maintenant, venons au El Sayed Califat que vous voyez ici. Alors, le El Sayed Califat, d'où il est issu? Alors, il est issu en fait de la division de l'Empire ottoman au 19e siècle entre l'Empire ottoman lui-même, qui était la Turquie avec les territoires ici que vous lui connaissez, même qui était perdu déjà, je pense, et la péninsule arabique ici que vous connaissez également. Il avait également toute l'Égypte et une partie ici. Ces territoires-là, lors du 19e siècle, et là c'est un fait historique réel, se sont déclarés indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont devenus une puissance indépendante sur laquelle il y avait un, on va dire, roi entre guillemets indépendant, un calife indépendant du coup. Et il s'est développé au début en soutenant l'Ottoman et par la suite en prenant les armes aux côtés des alliés lors de la première guerre. C'est pour ça que le califat ottoman est aussi puissant, puisqu'il comprend l'intégralité de l'Égypte, l'intégralité du Soudan, il comprend les petits pays Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran, Arabie Saoudite et toutes les colonies qu'il y avait ici anglaises. Ayant pris donc du coup camp du côté de l'entente, pas des alliés, horrible à moi, de l'entente, il a eu un gain de territoire considérable. Pareil pour la France et l'Italie qui ont récupéré quelques colonies de ce côté. Également, création de la Turquie et d'un état bulgare et grec plus puissant. Mais revenons plutôt vers l'Europe où vous pouvez voir un changement majeur, c'est la fusion des états scandinaves. Alors, on va me dire que la Norvège n'est pas un pays scandinave, on va dire qu'on va généraliser.
la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark se sont en fait unis en un seul et même pays, un seul bloc, la Kalmar Union. Donc, le drapeau est plutôt stylé d'ailleurs. On a un mélange d'à peu près toutes les couleurs et toutes les formes. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on a le blanc de la Norvège ici, le bleu de la Suède, le rouge, non le blanc de la Finlande pardon, le rouge de la Finlande, de la Norvège, je vais y arriver, et du Danemark, et un jaune qui entoure le tout avec chaque emblème de chaque pays. Donc ça c'est franchement très bien joué au niveau esthétique on va dire. Donc pourquoi ils ont fait ce bloc? Dans le but de se protéger de l'Union soviétique, que vous voyez ici, qui a toujours ses focus classiques, donc du coup, donc un danger pour la Finlande. Donc du coup, vous avez un bloc ici qui va pouvoir faire bascule avec une puissance plutôt considérable d'ailleurs, puisque vous voyez qu'il est plus puissant au début que... Alors, plus puissant militairement, mais pas industriellement. Enfin, industrie militaire du moins, que l'Allemagne. Et donc du coup, on va pouvoir faire pivot entre... contre l'Allemagne et l'URSS. Pour ce qui est de l'Asie, il y a un changement majeur. C'est la création de l'Oceanic Federation, que vous voyez ici, qui elle non plus n'a pas de focus, je vous le répète, qui est en fait une fusion des Philippines, donc ancienne colonie espagnole, puisque là les Américains ne sont jamais arrivés de ce côté-ci. Donc du coup ils n'ont pas conquis et n'ont pas fait colonie les Philippines. Également pour toutes les îles espagnoles, donc Hawaï qui était une île espagnole, et toutes les îles ici que vous voyez qui ont été soit conquises par le Japon dans la réalité historique, soit conquises par le Japon, soit conquises par les États-Unis ou l'Angleterre et la France. Donc là vous voyez que toutes les îles appartiennent à l'Oceanic Federation. Oceanic Federation qui compose aussi avec la Papouasie que vous voyez ici, les quelques îles ici qui étaient australiennes et une île principale qui appartenait aux Indes néerlandaises. Aux Indes néerlandaises. Oui, aux Indes néerlandaises. Dutch East Indies. Donc du coup, vous voyez, vous avez également une petite puissance ici qui pourra faire pivot avec le Japon, notamment au niveau de sa flotte, qui est plus puissante. Et qui peut être intéressante à jouer également. Autant d'un point de vue, on va dire, gameplay, que pour moi historique, parce que j'aime bien narrer l'histoire. Donc, je pense qu'on a globalement fait le tour. Il y a toujours les focus japonais classiques, il me semble. Non, si, ils ont été laissés. D'ailleurs, les pays majeurs, globalement, ont gardé leur focus. Au niveau des technologies, il n'y a pas de changement. Ça peut être dommage, ça aurait été pas mal de rajouter des technologies intéressantes. Mais c'est surtout un changement historique, sachant que le mode n'est pas fini, il est très intéressant mais pas encore fini, pas abouti. Vérifions un petit truc avant. Donc l'Angleterre possède toujours ses colonies à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette première présentation de mode vous aura plu. En sachant que tout mode que je présente a une possibilité de se retrouver dans une de mes séries, donc mes séries solo, ou dans une de mes séries multijoueurs en GPO, comme on appelle ça, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi soir, souvent, et peut-être le samedi soir, mais ça c'est moins possible. Donc voilà, j'espère que cette première présentation de mode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles présentations de mode. Ce qui fait que vous avez des puissances africaines qui peuvent être intéressantes à jouer. Alors également elles n'ont pas de focus spécifique, mais d'après ce que j'ai compris c'est prévu que ces puissances aient des focus plus historiques on va dire. Maintenant venons au El Sayed Califate que vous voyez ici. Alors le El Sayed Califate, d'où il est issu? Alors il est issu en fait de la division de l'Empire ottoman au 19e siècle entre l'Empire ottoman lui-même, qui était la Turquie avec les territoires ici que vous lui connaissez,
même qui était perdu déjà je pense, et la péninsule arabique ici que vous connaissez également. Il avait également toute l'Égypte et une partie ici. Ces territoires-là, lors du 19e siècle, et là c'est un fait historique réel, se sont déclarés indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont devenus une puissance indépendante sur laquelle il y avait un, on va dire, roi entre guillemets indépendant, un calife indépendant du coup. Et il s'est développé au début en soutenant l'Ottoman et par la suite en prenant les armes aux côtés des alliés lors de la première guerre. C'est pour ça que le califat ottoman est aussi puissant, puisqu'il comprend l'intégralité de l'Égypte, l'intégralité du Soudan, il comprend les petits pays Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran, Arabie Saoudite et toutes les colonies qu'il y avait ici anglaises. Ayant pris donc du coup camp du côté de l'Entente, pas des alliés, horrible à moi, de l'Entente, il a eu un gain de territoire considérable. Pareil pour la France et l'Italie qui ont récupéré quelques colonies de ce côté. Également création de la Turquie et d'un état bulgare et grec plus puissant. Mais revenons plutôt vers l'Europe où vous pouvez voir un changement majeur, c'est la fusion des états scandinaves. Alors, on va me dire que la Norvège n'est pas un pays scandinave, on va dire qu'on va généraliser. La Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark se sont en fait unis en un seul et même pays, un seul bloc, la Kalmar Union. Donc, le drapeau est plutôt stylé d'ailleurs. On a un mélange d'à peu près toutes les couleurs et toutes les formes. Et ça c'est vraiment cool puisqu'on a le blanc de la Norvège ici, le bleu de la Suède, le rouge, non le blanc de la Finlande pardon, le rouge de la Finlande, de la Norvège, je vais y arriver, et du Danemark, et un jaune qui entoure le tout avec chaque emblème de chaque pays. Donc ça c'est franchement Syrie, Irak, Iran, Arabie Saoudite et toutes les colonies qu'il y avait ici anglaises. Ayant pris donc du coup camp du côté de l'Entente, pas des alliés, horrible à moi, de l'Entente, il a eu un gain de territoire considérable. Pareil pour la France et l'Italie qui ont récupéré quelques colonies de ce côté. Également création de la Turquie et d'un état bulgare et grec plus puissant. Mais revenons plutôt vers l'Europe où vous pouvez voir un changement majeur, c'est la fusion des états scandinaves. Alors, on va me dire que la Norvège n'est pas un pays scandinave, on va dire qu'on va généraliser. La Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark se sont en fait unis en un seul et même pays, un seul bloc, la Kalmar Union. Donc, le drapeau est plutôt stylé d'ailleurs. On a un mélange d'à peu près toutes les couleurs et toutes les formes. Et ça c'est vraiment cool puisqu'on a le blanc de la Norvège ici, le bleu de la Suède, le rouge, non le blanc de la Finlande pardon, le rouge de la Finlande, de la Norvège, je vais y arriver, et du Danemark, et un jaune qui entoure le tout avec chaque emblème de chaque pays. Donc ça c'est franchement très bien joué au niveau esthétique on va dire. Donc pourquoi ils ont fait ce bloc? Dans le but de se protéger de l'Union soviétique, que vous voyez ici, qui a toujours ses focus classiques, donc du coup, donc un danger pour la Finlande. Donc du coup vous avez un bloc ici qui va pouvoir faire bascule avec une puissance plutôt considérable d'ailleurs, puisque vous voyez qu'il est plus puissant au début que... Alors, plus puissant militairement mais pas industriellement. Enfin, industrie militaire du moins, que l'Allemagne. Et donc du coup va pouvoir faire pivot entre, contre l'Allemagne et l'URSS. Pour ce qui est de l'Asie, il y a un changement majeur. C'est la création de l'Oceanic Federation, que vous voyez ici, qui elle non plus n'a pas de focus, je vous le répète, qui est en fait une fusion des Philippines, donc ancienne colonie espagnole, puisque là les Américains ne sont jamais arrivés de ce côté-ci. Donc du coup ils n'ont pas conquis et n'ont pas fait colonie les Philippines.
Également pour toutes les îles espagnoles, donc Hawaï qui était une île espagnole, et toutes les îles ici que vous voyez qui ont été soit conquises par le Japon dans la réalité historique, soit conquises par le Japon, soit conquises par les États-Unis ou l'Angleterre et la France. Donc là vous voyez que toutes les îles appartiennent à l'Oceanic Federation. Oceanic Federation qui compose aussi avec la Papouasie que vous voyez ici, les quelques îles ici qui étaient australiennes et quelques avec l'Union soviétique. Également pas de Paraguay, ni d'Uruguay, ni de colonies françaises ici, néerlandaises et anglaises de ce côté-ci. Sinon, on va changer de continent pour aller vers l'Afrique. Alors l'Afrique c'est dans ce mode-ci assez spécial. Vous voyez que la France a de nombreuses colonies ici. Mais les États qui étaient déjà sur place, donc le Nigeria, le Kenya, l'Angola, que vous voyez ici, et l'Éthiopie qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur italien pour l'instant, ça va pas durer. Donc le Kenya, l'Angola et le Nigeria sont des puissances qui étaient déjà présentes, qui ont repoussé les colons européens lors de la grande colonisation du 19e siècle sur les colonies, enfin sur l'Afrique, et ensuite se sont étendus. C'est-à-dire que oui, que le Nigeria, il a pour territoire de base, si je me souviens bien, ça, voilà, ça, le Nigeria ici. Et il s'est étendu, tout comme le Kenya et l'Angola. Ce qui fait que vous avez des puissances africaines qui peuvent être intéressantes à jouer. Alors, également, elles n'ont pas de focus spécifique, mais d'après ce que j'ai compris, c'est prévu que ces puissances aient des focus plus historiques, on va dire. Maintenant, venons au El Sayed Califate que vous voyez ici. Alors, le El Sayed Califate, d'où il est issu? Alors, il est issu en fait de la division de l'Empire ottoman au 19e siècle entre l'Empire ottoman lui-même, qui était la Turquie avec les territoires ici que vous lui connaissez, même qui était perdu déjà je pense, et la péninsule arabique ici que vous connaissez également. Il avait également toute l'Égypte et une partie ici. Ces territoires-là, lors du 19e siècle, et là c'est un fait historique réel, se sont déclarés indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont devenus une puissance indépendante sur laquelle il y avait un, on va dire, roi entre guillemets indépendant, un calife indépendant du coup. Et il s'est développé au début en soutenant l'Ottoman et par la suite en prenant les armes aux côtés des alliés lors de la première guerre. C'est pour ça que le califat ottoman est aussi puissant, puisqu'il comprend l'intégralité de l'Égypte, l'intégralité du Soudan, il comprend les petits pays Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran, Arabie Saoudite et toutes les colonies qu'il y avait ici anglaises. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle série de vidéos qui s'intitulera sobrement Review de mode. Donc ce sera en fait des présentations de mode sur HOI 4 pour ceux que ça intéresse, qui auront pour but de vous présenter un mode que j'ai trouvé personnellement intéressant d'un point de vue historique, certes, mais aussi d'un point de vue gameplay, pour ceux que ça peut intéresser. Mais surtout d'un point de vue historique, parce que je fais quand même des études d'histoire et ça m'intéresserait de mélanger histoire et jeux vidéo, tout en présentant des modes de façon intéressante. À savoir que les premières reviews de modes seront exclusivement sur des modes à histoire alternative. J'entends par là des modes à histoire alternative qui prennent un certain moment de l'histoire et qui créer une alternance de l'histoire en modifiant un fait historique majeur. Par exemple, je sais pas, la Révolution française qui n'a jamais lieu, la Révolution américaine qui est matée, je sais pas moi, l'Espagne qui perd jamais ses colonies, ou encore le Japon qui ne s'ouvre jamais.
la Chine qui ne tombe pas aux mains du Japon, des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier mode qui s'intitule sobrement Maxima Belli. Alors, qu'est-ce que va faire ce mode? Ce mode-ci prend place, alors au niveau historique, il remonte assez loin, au 19e à peu près. On va prendre le Mexique. Hop. Alors, jusqu'à à peu près, on va dire qu'il remonte jusqu'à à peu près 19e siècle, pour notamment le Mexican Empire, puisque le Mexican Empire n'a jamais perdu ses territoires face aux États-Unis, notamment lors de leur guerre. Donc le Texas, notamment, tous les États que vous voyez ici, avec la Californie, tous ces États-là ne sont jamais tombés sous la coupe américaine. Coupe américaine qui englobe en fait les anciennes 13 colonies, quelques anciennes colonies françaises qu'il y avait dans ce coin-là, et les colonies françaises de Louisiane que Napoléon avait vendues aux États-Unis. De plus, il y a un nouvel État qui apparaît, on va dire ici, donc qui est First Nation, qui en fait est un État qui comprend les États, enfin qui comprend les nations amérindiennes que les États-Unis ont, on va dire, repoussé